Le mariage d'E.T. à sœur est la priorité de la famille, nous ne pouvons pas venir au tien, a dit maman. J'ai répondu, c'est bon. Ils n'avaient aucune idée que je possédais une villa de 6 millions de dollars en Toscane. Quand ils ont vu les photos de notre cérémonie, ils ne pouvaient plus respirer. Je m'appelle Isabelle Hart. J'ai 31 ans et je vis à Denver. Il y a 8 mois, j'ai envoyé mes invitations de mariage, imprimées sur du papier fait main, scellées à la cire, adressées à la main à chaque parent que j'aimais. Le lieu était réservé, l'hôtel réservé, le menu finalisé. C'était censé être simple, intime et joyeux. Puis, il y a 2 mois, ma sœur cadette, Chloé, a annoncé qu'elle se mariait aussi. Le même jour. Elle a appelé ça une coïncidence, a dit que c'était le destin, et mes parents ont été d'accord. Hier soir, mon téléphone s'est allumé avec un message de ma mère. Le mariage de ta sœur est la priorité de la famille. On ne peut pas venir au tien. Juste comme ça. Pas un appel, pas une question, juste une décision prise sans moi. J'ai regardé l'écran, j'ai senti cette oppression familière dans ma poitrine et j'ai tapé 2 mots en retour. C'est bon. Ils ont pensé que je l'acceptais tranquillement. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais déjà un plan B, un mariage dont ils ne savaient rien, dans un endroit qu'ils n'avaient jamais vu, et avec des gens qui leur montreraient bientôt ce que signifie une vraie famille. Ils n'avaient aucune idée du type de mariage que je préparais ni de qui se présenterait réellement. Avez-vous déjà vu votre famille choisir le bonheur de quelqu'un d'autre au détriment du vôtre? Quand je regarde en arrière, je peux tout retracer jusqu'au début discret du favoritisme qui s'est épanoui bien avant que je n'aie même les mots pour le nommer. Dans notre maison, le rire de Chloé était le soleil et tout le reste gravitait autour. Chaque anniversaire, chaque Noël, chaque remise de diplôme finissait d'une manière ou d'une autre par tourner autour d'elle. Si elle réussissait un récital de danse, la maison se remplissait de ballons et de champagne. Si je gagnais un concours de sciences, j'avais droit à un sourire fatigué et à un rappel de ne pas veiller trop tard la prochaine fois. Je me souviens encore de mon 8e anniversaire. J'avais demandé un petit gâteau en forme d'étoile parce que j'aimais l'astronomie, mais le jour venu, le gâteau était rose, couvert de chaussons de ballet. Ta sœur avait déjà le moule, a dit maman, comme si cela expliquait tout. J'ai soufflé les bougies tranquillement pendant que Chloé tourbillonnait à côté de moi, exhibant le tutu qu'elle avait eu pour avoir aidé à planifier ma fête. C'était toujours comme ça. Le scénario de notre famille était écrit de la main de Chloé. Chaque matin de Noël, ces cadeaux étaient emballés dans du papier doré, parfaitement alignés sous le sapin. Les miens étaient moins nombreux, plus simples, pratiques. Des chaussettes, des carnets, 1 ou 2 livres de poche d'occasion. Quand je suis entré dans l'orchestre de l'école, papa a félicité Chloé d'être une si bonne influence. Et quand elle a trébuché pendant une représentation, toute la famille s'est précipitée pour la réconforter comme si le monde s'était écroulé. J'étais assise dans le public, applaudissant doucement, invisible. Plus je vieillissais, plus ces petits moments devenaient vifs. À 15 ans, j'ai ramené mon premier bulletin plein de A, pensant que peut-être, juste peut-être, cela les rendrait fiers. Maman y a jeté un coup d'œil, a souri faiblement et a dit, « Tu as de la chance, ma chérie. Certains enfants doivent travailler si dur. » Chloé, elle, est juste douée. Ce mot, chance, brûlait plus que n'importe quelle insulte. Il donnait à mon effort un air accidentel, immérité. Chloé, en revanche, était née pour la grandeur. Elle n'a jamais eu à prouver quoi que ce soit. J'ai appris très tôt que l'amour dans notre maison était assorti de conditions, et l'une d'entre elles était d'être Chloé. Mais le moment qui ne m'a jamais quitté est arrivé une nuit tranquille, quand j'avais 16 ans. Je nettoyais les tiroirs du salon et j'ai trouvé un épais album de photos de famille. Page après page, j'ai vu les étapes importantes de la vie de Chloé. Son premier cours de danse, son bal de fin d'année, son visage souriant entouré de sa famille. J'ai tourné les pages plus loin et j'ai trouvé une vieille photo. Je me suis souvenu d'un portrait de famille d'un voyage d'été à Yosemite. Je me souvenais de me tenir maladroitement à côté de maman, les cheveux au vent, les yeux plissés par le soleil. Mais dans l'album, cette photo était différente. Le bord avait été coupé. Mon épaule était là, mais mon visage avait disparu. Quelqu'un m'avait littéralement découpé pour rendre le cadre plus net, expliqua maman quand je lui ai demandé. Je n'ai pas pleuré, mais quelque chose en moi s'est fissuré tranquillement, comme du verre sous pression. Ce n'était pas seulement la photo. C'était le fait d'être effacé de ma propre famille. À partir de cette nuit-là,
j'ai cessé de m'attendre à être vu. J'ai cessé d'attendre des applaudissements, cessé d'espérer les quitter. Je me suis plongé dans les livres, les machines, et tout ce qui ne nécessitait pas d'autorisation pour exister. Je réparais des radios cassées, je recablais des lampes, je construisais de petits circuits juste pour voir quelque chose s'allumer, parce qu'au moins ces choses réagissaient. Au moins, elles remarquaient quand j'essayais. Chloé, pendant ce temps, a traversé l'adolescence comme si elle était faite de soleil. Elle ne pouvait rien faire de mal. Si elle rentrait après le couvre-feu, papa en riait. Au moins, elle est sociable. Si je faisais la même chose, j'avais droit à 1 heure de sermon sur la responsabilité. En y repensant maintenant, je réalise que nos parents ne se contentaient pas de favoriser Chloé, ils ont construit toute leur identité autour de sa perfection. Elle était leur miroir, leur preuve de succès, l'enfant qui validait leurs efforts. Moi, en revanche, j'étais l'arrière-plan, la pragmatique, la fille pratique. Et la commodité, j'ai appris, est une forme d'amour fragile. Elle disparaît au moment où vous devenez incommode. Il y a une photo que je garde cachée, une qui me semble encore une métaphore de tout ce qui a suivi. C'est de Thanksgiving, quand j'avais 17 ans. Toute la famille est assise autour de la table à manger, tout le monde sourit, se penchant les uns vers les autres. La dinde au centre, les bougies qui brillent, et sur le bord, il y a une chaise vide à côté de Chloé. Ma chaise. Je me souviens que c'est moi qui prenais la photo parce que maman avait dit, « Tu es doué avec les appareils photo. Faisons une où tout le monde a l'air bien. » Ils n'ont jamais pris une autre photo avec moi dessus. Cette image est restée dans ma tête pendant des années. Une famille parfaite, une place manquante. Même maintenant, quand je pense à cette chaise vide, je comprends ce que cela signifiait. Ce n'était pas à propos de ce dîner. C'était à propos d'un schéma. J'étais la fille qu'ils aimaient quand c'était facile. La fille dont ils se souvenaient quand il y avait de la place. Et quand la vie devenait encombrée, quand Chloé voulait plus d'attention, quand la commodité dictait les choix, j'étais tranquillement mise de côté. Pas de cris, pas de cruauté, juste une omission. Et parfois, l'omission fait plus mal que les mots ne le pourront jamais. L'université a été la première fois où j'ai vraiment respiré. J'ai quitté l'Indiana avec une seule valise, un ordinateur portable d'occasion et une bourse pour étudier la logistique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement à Stanford. Je me souviens de m'être tenu devant les dortoirs ma première nuit, l'air sentant légèrement l'eucalyptus, mon cœur battant à la fois de peur et de liberté. Pour une fois, il n'y avait pas de Chloé à proximité pour m'éclipser, pas de comparaison constante planant comme une ombre. Je pensais que si je travaillais assez dur, je pourrais enfin devenir quelqu'un digne d'être vu. J'ai eu 2 emplois à temps partiel. L'un à la bibliothèque du campus, l'autre aidant un professeur à cataloguer des données de fret juste pour payer mes repas et mes manuels. Certaines nuits, je m'endormais à mon bureau, les doigts encore posés sur le clavier. C'était épuisant, mais c'était à moi. Chaque service tardif, chaque café bon marché ressemblait à une petite rébellion contre la vie que j'avais laissée derrière moi. Lors de ma dernière année, alors que les autres étudiants postulaient pour des stages en entreprise, je dessinais des idées pour une start-up. Ça a commencé simplement. Les hôpitaux perdaient des millions à cause de chaînes de livraison rompues pour le matériel médical. Et s'il y avait un système qui pouvait suivre chaque expédition en temps réel et réacheminer les fournitures avant que les pénuries ne se produisent? Je l'ai appelé « MedRoute », juste un concept sur papier. Au début, mes camarades de classe se sont moqués de l'idée qu'une jeune de 22 ans sans investisseur ni relation familiale puisse construire quelque chose comme ça. Mais je n'avais pas besoin de croyances. J'avais besoin d'un défi. Les 2 premières années ont été brutales. J'ai vécu dans un appartement partagé à San José, mangeant des nouilles instantanées tout en négociant des contrats avec des fournisseurs via une connexion Wi-Fi instable. J'ai maximisé mes cartes de crédit, emprunté à des amis et codé jusqu'à ce que mes poignets me fassent mal. Il y a eu des jours où j'ai pensé à abandonner, surtout lorsque notre premier projet pilote s'est effondré et que j'ai dû licencier la moitié de la petite équipe que j'avais constituée. Mais abandonner ressemblait trop à répéter mon ancien rôle. La fille qui disparaît tranquillement quand les choses deviennent incommodes. J'ai refusé de disparaître à nouveau. Puis est venue la pandémie. Les hôpitaux étaient désespérés. Les lignes d'approvisionnement se sont fracturées et le petit système de MedRoute est soudainement devenu essentiel. On pouvait voir sur un tableau de bord en direct où les EPI étaient nécessaires, quels camions étaient retardés, comment réacheminer les bouteilles d'oxygène avant qu'elles ne s'épuisent.
En un printemps chaotique, tout a changé. En quelques mois, 10 systèmes hospitaliers ont signé. En un an, 50. Les investisseurs ont afflué. Je dormais à peine, mais c'était le genre d'épuisement qui avait le goût d'un but. Quand Forbes m'a classé dans sa liste, 31h30, je ne l'ai pas dit tout de suite à mes parents. Je voulais entendre leur voix s'illuminer, les sentir fiers. Mais quand j'ai finalement appelé à la maison, maman a seulement dit « C'est bien, ma chérie. Le cabinet de Chloé vient de la muter à Boston. » Tu imagines à quelle vitesse elle grimpe? Papa a gloussé en arrière-plan. Ce truc de technologie est trop compliqué pour nous, mais on est content que tu sois occupé. Occupé. C'était leur expression pour tout ce qu'ils ne prenaient pas la peine de comprendre. Pourtant, j'ai continué d'avancer. À 29 ans, j'ai vendu Medroute pour plus de 100 millions. Le chiffre ne me semblait même pas réel quand il est arrivé sur mon compte. Il était juste là, froid, silencieux, comme un triomphe non reconnu. J'ai célébré non pas avec du champagne ou un yacht, mais avec un dîner tranquille seul, un bol de pâtes et un verre de vin rouge. Cette nuit-là, j'ai regardé les lumières de la ville et j'ai réalisé que j'avais construit quelque chose à partir de la chose même qui me définissait autrefois, l'invisibilité. Je l'avais transformée en motivation. Mais même le succès n'a pas réécrit l'histoire à la maison. Quand j'ai rendu visite pour Thanksgiving cette année-là, la conversation à table tournait autour des fiançailles de Chloé. Elle a fait briller sa bague sous le lustre, et maman a soupiré. Elle se marie dans une si belle famille. J'ai essayé de leur dire que j'avais été invité à prendre la parole à une conférence mondiale sur la logistique à Genève. Papa a agité la main et a dit « Tu voyages trop, ma chérie. Ce n'est pas sain. Tu devrais te poser comme ta sœur. » Le rejet. C'est cette nuit-là que j'ai appris que le silence pouvait être plus puissant que n'importe quelle défense. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas expliqué. J'ai juste souri et coupé ma dinde. À l'intérieur, quelque chose a changé. Le calme est devenu ma stratégie. Je n'avais plus besoin de prouver ma valeur par leur validation. Je pouvais la prouver par la création, par l'action. Mon succès ne rentrerait jamais dans leur scénario étroit, mais ils n'en avaient pas besoin. J'ai commencé à construire une nouvelle vie en dehors de leur orbite. J'ai acheté un petit appartement avec vue sur la ligne d'horizon de Denver, je l'ai rempli de l'odeur de bougies au cèdre et du bourdonnement de la solitude. J'ai investi dans de jeunes fondatrices qui me rappelaient la fille que j'étais autrefois, débrouillarde, négligée, déterminée. J'ai visité des galeries d'art seul, j'ai pris des cours de poterie, j'ai même appris à cuisiner à partir de rien. Avec chaque nouvelle compétence, chaque soirée tranquille, je me sentais réécrire la définition de la famille. Ce n'était pas une question de sang. C'était une question de qui croyait en vous quand personne d'autre ne le faisait. Des années plus tard, quand mon fiancé m'a demandé en mariage, ce n'était pas dans une grande démonstration. C'était dans la cuisine, de la farine sur nos mains après avoir roulé de la pâte à pâte. Il m'a regardé et m'a dit, « Tu n'as plus rien à prouver. Tu as déjà construit tout ce que tu cherchais. » J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était la première fois que quelqu'un me disait ça. J'ai annoncé mon mariage 8 mois à l'avance, en partie par excitation, en partie par habitude. J'avais toujours été l'organisatrice, la prudente qui anticipait, qui s'assurait qu'il y avait de la place pour tout le monde. J'ai écrit les invitations moi-même, chacune scellée avec de la cire dorée et une feuille d'olivier pressée glissée à l'intérieur, un petit symbole de paix et d'appartenance. Je les ai postées à la main, une par une, ayant l'impression que peut-être cette fois, tout finirait par se mettre en place. Quand je suis passé chez mes parents pour leur remettre la leur, maman a souri poliment en la lisant. Dans 8 mois. Tu es vraiment organisée, a-t-elle dit avant d'ajouter, ne t'inquiète pas, ma chérie. Bien sûr, nous serons là. Papa m'a tapoté l'épaule, ses yeux déjà tournés vers la télévision. Pourtant, pendant un instant, je les ai crus. Au cours des mois suivants, je me suis plongé dans chaque détail du jour J. Le lieu était simple, un vignoble sur le versant ouest du Colorado, non loin d'Aspen, entouré de collines dorées et de champs de lavande. Le genre d'endroit qui n'avait pas besoin de décoration car la beauté était déjà dans l'air. Je l'avais choisi précisément parce que je pensais que mes parents l'adoreraient. Ils avaient toujours voulu visiter cette région, et je les imaginais assis sous les guirlandes lumineuses, me regardant descendre l'allée, souriant comme ils le faisaient sur de vieilles photos de famille. Cela me semblait la bonne chose à faire, la chose adulte, la chose pleine d'espoir. Puis, 3 mois avant le mariage,
Chloé a appelé. Sa voix pétillait de joie. On a trouvé le lieu de nos rêves, dit-elle à bout de souffle. Tu imagines? Il est disponible exactement à la même date que le tien. On dirait le destin. Pendant une seconde, je n'ai même pas réalisé. J'ai cru qu'elle plaisantait. Attends, dis-je lentement. Tu veux dire le même week-end? Non, a-t-elle ri. Le même jour. C'est fou, non? Mais c'est bon. On est sur la côte est, donc ça ne posera pas de problème pour les invités qui peuvent voyager plus tard dans l'année. Je suis resté assise sur le canapé, le téléphone pressé contre mon oreille, regardant la neige tomber devant ma fenêtre. Ce n'était pas seulement les mots, c'était le ton, léger, insouciant, comme si elle avait réclamé une date qui était libre, comme si je ne l'avais pas choisie en premier. 2 jours plus tard, j'ai reçu un autre appel, cette fois de maman. Sa voix était prudente, répétée. Ma chérie, à propos des dates de mariage. Tu sais comment est Chloé. Elle est très émotive en ce moment. La famille de son fiancé ne pouvait que ce week-end-là. Et puis, c'est la petite dernière. Elle veut vraiment que tout le monde soit là. J'ai senti ma gorge se serrer. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Maman a soupiré doucement, comme si c'était elle qui était lésée. On pense juste que ce serait plus simple si tu reportais. Tu as toujours été si indépendante, et tout le monde prévoit déjà de prendre l'avion pour la côte et pour le grand jour de Chloé. C'est juste de la logistique. Logistique. Le mot a atterri comme un couteau. Cruellement ironique, étant donné que c'était ma carrière. Il me demandait de déplacer tout mon mariage parce que c'était logistiquement pratique pour ma sœur. Pendant un long moment, je n'ai rien dit. Le silence s'est étiré si longtemps que maman a commencé à le combler d'excuses. Tu sais à quel point c'est difficile pour ton père de prendre des congés. C'est juste une date. Chloé a déjà réservé son groupe. J'ai finalement dit très doucement, je t'ai donné ma date en premier, maman. Tu as promis que tu serais là. Il y eut une pause. Le genre de pause qui porte en elle toute une vie de hiérarchie. Puis elle a répondu, ma chérie, la situation de Chloé est différente. La famille de son fiancé a de l'influence. Il ne s'agit pas de choisir un camp. C'est juste plus simple comme ça. Et voilà, la même phrase, habillée différemment. C'est plus simple. Cette phrase m'avait suivi depuis l'enfance. Justifiant toujours chaque petite exclusion. C'était plus simple de sauter ma cérémonie de remise de prix. Plus simple d'oublier mon anniversaire quand Chloé avait un récital. Plus simple de prétendre que mes réussites n'existaient pas parce qu'elles ne cadraient pas avec leur histoire. Cette nuit-là, j'ai appelé mon père. Sa voix était calme, presque apologétique. Izzy, tu sais comment est ta sœur. Si on n'y va pas, elle le prendra personnellement. Tu as toujours été la plus forte. Tu peux gérer ça. J'ai eu envie de rire. Gérer ça, comme si gérer la négligence était une sorte de compétence héritée. Comme si des années d'oubli me rendaient responsable de leur confort. Mais au lieu de cela, je n'ai rien dit. J'ai juste écouté sa voix s'estomper dans le grésillement, hochant la tête comme si j'étais d'accord, bien qu'il ne puisse pas me voir. Quand l'appel s'est terminé, je suis resté longtemps assise dans le noir, la lueur de ma bague de fiançailles captant la lumière de la fenêtre. Un symbole d'amour, oui, mais aussi un miroir de clarté. J'ai réalisé que j'attendais quelque chose qui ne viendrait jamais. Mes parents choisiraient toujours la voie de la moindre résistance, et cette voie avait le nom de Chloé gravé dessus. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai envoyé de textos de colère à personne. J'ai simplement ouvert mon ordinateur portable et regardé ma liste d'invités de mariage. 200 noms, de la famille aux amis en passant par les mentors. Et alors que mes yeux parcouraient chacun d'eux, une pensée s'est formée, calme et stable. S'ils choisissent toujours Chloé, qu'ils le fassent. Je ne supplierai pas. Je ne rivaliserai pas. Je laisserai chacun choisir par lui-même. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est solidifié, non pas de l'amertume, mais de la résolution. J'ai pensé à chaque fois où j'avais été effacé des photos, à chaque chaise vide qui portait mon absence, à chaque fois où, c'est plus simple, avait été utilisé comme un bouclier contre la cruauté. Et j'ai décidé que cette fois, je n'attendrai plus une place à leur table. Je construirai la mienne et je verrai qui aurait le courage de s'y asseoir avec moi. J'ai acheté la villa en Toscane presque par accident. Ou du moins,
c'est ce que j'ai ressenti à l'époque. C'était une annonce que j'avais sauvegardée des mois auparavant, à l'époque où je rêvais simplement de paix. Mais la nuit où mes parents m'ont dit de reporter mon propre mariage, j'ai rouvert cette même page. L'écran brillait doucement dans le noir. Val d'Orcia, Sienne. 40 acres, oliveraies, vignobles, villa en pierre restaurée. Les photos semblaient sorties d'une autre vie. Une lumière dorée se déversant sur des collines ondoyantes, un toit de tuiles rouges brillant au coucher du soleil, des cyprès traçant la route comme des gardiens. J'ai regardé les images pendant des heures jusqu'à ce qu'une pensée se forme si clairement qu'elle ressemblait à une pulsation. S'ils ne viennent pas à ma table, je construirai la mienne ici. En une semaine, j'étais dans un avion pour l'Italie. La villa se trouvait à la lisière d'un petit village nommé San Chirico, où le temps semblait ralentir. L'air sentait le romarin et la terre chaude. Le vieux gardien, le seigneur Rossi, m'a remis les clés avec un sourire fier et a dit dans un anglais fortement accentué, « La maison attend quelqu'un qui la voit. » Je ne lui ai pas dit à quel point cette phrase me semblait destinée. Quand la lourde porte en chêne a grincé en s'ouvrant, la poussière s'est élevée en fin faisceau de lumière du soleil, tourbillonnant comme des souvenirs attendant de se poser. Les sols étaient en terre cuite fraîche, les murs en pierre pâle, chaque fenêtre encadrant un paysage trop parfait pour être réel, des vallées verdoyantes, un ruban d'argent d'une rivière, et au loin, la faible cloche d'une église qui sonnait exactement à midi. J'ai parcouru chaque pièce pieds nus, touchant les murs rugueux, les poutres en bois, les poignées en laiton froid qui portaient encore le froid des siècles. Derrière la villa s'étendaient des hectares d'oliviers, vieux, noueux, patients. Leurs feuilles scintillaient dans le vent comme de minuscules miroirs captant les secrets du soleil. Je me suis tenu parmi eux et j'ai pensé, voilà à quoi ressemble l'endurance. Pas bruyante, pas accent grave-l'œil, juste stable. J'avais passé des années à essayer de me prouver à des gens qui ne remarquaient que le bruit. Maintenant, je voulais le calme. L'achat s'est fait en silence. Pas de publication sur les réseaux sociaux, pas d'annonce. Ce n'était pas un trophée. C'était une réclamation. La villa n'était pas une question de statut ou de vengeance. C'était le premier endroit qui me semblait appartenir. Quand j'ai signé le document final, j'ai réalisé à quel point c'était symbolique. Mon nom seul sur l'acte. Pas de signature familiale, aucune approbation requise. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à la restaurer. J'ai engagé des artisans locaux qui traitaient la maison comme une chose vivante. Chaque matin, l'odeur de chaux et de sueur de bois remplissait l'air, se mêlant à la lavande des champs. On a remplacé les tuiles cassées du toit, poli les portes en châtaignier, refait l'électricité. J'ai conçu la cour moi-même, une longue table en pierre sous une canopée de vigne, suspendue de petites lanternes dorées qui brilleraient comme des lucioles après la tombée de la nuit. J'imaginais des gens assis là, riant, partageant de la nourriture et des histoires, non pas parce qu'ils le devaient, mais parce qu'ils le voulaient. Cette image est devenue le plan de tout. La villa accueillerait un mariage, non pas le grand spectacle que ma famille avait envisagé pour Chloé, mais quelque chose de plus petit, de plus vrai. Pas de danse chorégraphiée, pas d'invitation dorée, juste de la sincérité. Ce ne sera pas une performance, ai-je écrit dans mon carnet. Ce sera une promesse. J'ai appelé mon fiancé et je lui ai parlé de mon idée. L'Italie, a-t-il répété, à moitié riant, à moitié émerveillé. Tu es sûr? Je n'ai jamais été aussi sûr, ai-je dit. Si ce mariage doit signifier quelque chose, il doit être le nôtre, pas le leur. Il a fait une pause, puis a dit doucement, alors faisons-le. Rendons-le réel. Alors que les préparatifs commençaient, je passais mes matinées à me promener dans les oliveraies. Les feuilles chuchotaient au passage du vent, le son ressemblant à de doux applaudissements de la terre elle-même. J'ai commencé à remarquer comment la vie ici se déroulait différemment. Les habitants ne se pressaient pas. Ils croyaient que les bonnes choses prenaient du temps. Le pain qui lève, le vin qui vieillit, la confiance qui grandit. Chaque coucher de soleil ressemblait à un pardon. Chaque aube a une seconde chance. Le soir, je m'asseyais sur la terrasse surplombant la vallée, esquissant des idées pour la disposition du mariage. La longue table s'étendrait de la cour à la première rangée d'oliviers, enveloppée de lin blanc, décorée de bougies et de simples fleurs sauvages. Je voulais que la journée ressemble à une étreinte, pas à un spectacle. J'imaginais des rires résonnant à travers les collines, une musique assez douce pour qu'on puisse encore entendre le vent dans les branches. Il n'y aurait pas de hiérarchie, pas de table familiale séparée. Tout le monde s'assiérait ensemble, amis, cousins, grands-parents,
car l'amour ne devrait pas avoir de catégorie. Parfois, quand les constructeurs étaient rentrés chez eux et que le ciel passait de l'or au violet, je me promenais seul dans la villa, touchant les murs de pierre fraîche et sentant l'histoire vibrer sous mes doigts. J'ai pensé à combien de ma vie j'avais passé à courir après une approbation qui n'est jamais venue, à essayer de mériter un amour qui était toujours rationné. Ici, il n'y en avait pas besoin. La villa m'acceptait sans condition. Elle ne me demandait pas d'être plus simple ou plus silencieuse ou plus comme Chloé. Elle se tenait simplement, ancienne et ouverte, comme pour dire « tu appartiens ici ». Un soir, alors que les premières lumières vacillaient à travers la vallée, je me suis versé un verre de Chianti et je me suis assise à la longue table qui venait d'être terminée. Le bois était chaud du soleil de la journée. J'ai posé une seule assiette, une bougie et un brin d'olivier à côté. Ce n'était pas un dîner. C'était une déclaration. J'ai chuchoté aux chaises vides, c'est ici que l'histoire change. Quelque part au fond de moi, la douleur d'être oublié a commencé à se relâcher. Pour la première fois, le silence ne me semblait pas solitaire. Il me semblait sacré. Les oliviers se balançaient doucement, et leurs ombres se déplaçaient comme une danse lente à travers la cour. Je pouvais presque entendre leur voix, stable, intemporelle, me rappelant que la paix ne vient pas du fait d'être choisi. Elle vient du fait de se choisir soi-même. Cette nuit-là, avant de rentrer, j'ai jeté un dernier regard à la villa illuminée et j'ai pensé qu'ils aient leur grande salle de bal, leur perfection mise en scène. Je n'avais pas besoin de lustre ni d'applaudissements. J'avais la lumière du ciel, la chaleur de la terre, et assez de courage pour construire quelque chose à moi. Le lendemain matin, je commencerai à envoyer de nouvelles invitations, cette fois aux personnes qui comptaient vraiment. Celles qui m'avaient toujours vu, même quand ma propre famille ne le faisait pas. Le mariage ne serait pas une question de prouver quoi que ce soit. Il s'agirait de devenir entière. La première personne que j'ai appelée était Rachel, ma cousine. C'était elle qui m'envoyait toujours un texto pour mes anniversaires, même quand mes parents oubliaient. Celle qui m'avait un jour glissé $20 lors d'un barbecue familial en chuchotant « Ne le dis à personne. Je sais comment il te traite ». Son numéro était toujours enregistré sous le surnom de « Ray, l'honnête ». Quand elle a répondu, sa voix portait la chaleur familière de quelqu'un qui ne faisait jamais semblant. « Et, Izzy, quoi de neuf ?» J'ai hésité un instant, puis j'ai dit doucement « Ray, je voulais juste te dire que mon mariage a toujours lieu. Même date, juste pas dans le Colorado. » Elle a fait une pause. « Pas dans le Colorado ? Attends, il s'est passé quelque chose ?» J'ai ri légèrement, bien que ma gorge se soit serrée. Chloé a décidé de faire le sien le même jour. Maman et papa ont dit qu'ils ne pouvaient pas venir au mien. Le silence à l'autre bout du fil s'est étiré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Puis Rachel a expiré brusquement. « Tu plaisantes. Ils ont vraiment. Après tout. » « Ouais, dis-je tranquillement. Ils ont dit que c'était plus simple comme ça. » Une autre pause, mais cette fois, ce n'était pas du choc. C'était de la lassitude. « Tu sais quoi ?» a finalement dit Rachel. « On en a marre de te voir traiter comme si tu ne comptais pas. Tu n'as pas besoin de me le demander 2 fois. Envoie-moi l'endroit. On sera là. » Sa voix s'est brisée sur ce dernier mot, « on ». Ce n'était pas de la pitié. C'était de la solidarité. Je lui ai parlé de la villa en Toscane, des oliveraies, de la cour avec la longue table sous les vignes. C'est petit, dis-je. Pas aussi chic que celui de Chloé, mais c'est honnête. Rachel a ri doucement. C'est exactement ce dont on a besoin. Envoie les détails. Je vais le dire à tante Marianne. Le lendemain matin, tante Marianne m'a appelé elle-même. Sa voix tremblait au début, puis s'est raffermie en quelque chose de ferme. Isabelle, j'ai entendu ce qui s'est passé. Ta mère a dit à tout le monde que le mariage de Chloé serait l'événement familial, mais je pense qu'on a tous assisté à assez de leurs événements, n'est-ce pas? Je ne savais pas quoi dire. Elle a poursuivi, ton mariage? Ça a l'air paisible, comme quelque chose de vrai. Ton oncle et moi en avons parlé hier soir. On en a marre de faire semblant. On sera en Toscane. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé les mots s'imprégner. La phrase se répétait dans ma tête comme une musique. On sera en Toscane. Un par un, j'ai contacté les autres. Ellie, mon cousin de Chicago, qui me glissait des parts de gâteau supplémentaires quand on était enfant. Quand je lui ai dit, il a sifflé doucement.
Alors, ils l'ont finalement fait, hein? Ils ont encore choisi Chloé plutôt que toi. Ouais, dis-je. Il a gloussé, non pas par amusement, mais par incrédulité. Tu sais quoi? Je ne suis pas surpris, mais je ne vais pas jouer leur jeu cette fois. Envoie-moi l'adresse, Easy. Je meurs d'envie d'une excuse pour quitter le pays de toute façon. Ensuite, c'était l'oncle Ray, le discret qui ne disait jamais grand-chose, mais qui se présentait toujours tôt pour aider à installer des chaises ou réparer des lumières cassées lors des réunions de famille. Il a écouté sans interrompre. Puis il a dit simplement, ils ont oublié ce que signifie la famille. Toi non. Dis-moi quel jour prendre l'avion. L'appel le plus difficile a été celui de grand-mère Hélène. Elle était la matriarche, celle qui avait toujours essayé de maintenir la paix même lorsque la famille se fracturait. Je n'étais pas sûr de sa réaction. Quand elle a décroché, sa voix était fragile mais claire. Mon Isabelle, a-t-elle dit doucement. Ta mère m'a dit que je ne devrais pas voyager si loin à mon âge. Mais j'ai vécu assez longtemps pour savoir que la distance ne se mesure pas en kilomètres. Elle se mesure en qui se présente quand ça compte. Des larmes me sont montées aux yeux avant que je ne puisse parler. Grand-mère, tu n'es pas obligée. Oh, je viens, a-t-elle interrompu doucement. Et j'apporterai ma plus belle robe. Celle que je portais au mariage de ta mère. Je pense qu'il est temps qu'elle voie à nouveau quelque chose de beau. Quand l'appel s'est terminé, je suis resté assise à la table de la cuisine de la villa, le soleil traversant la fenêtre, illuminant le verre de vin que je n'avais pas touché. J'ai réalisé que mes mains tremblaient, non pas de tristesse, mais de quelque chose de plus léger, quelque chose comme de l'émerveillement. Ce qui avait commencé comme une rébellion silencieuse se transformait en quelque chose de bien plus grand. En 2 jours, Rachel avait créé un groupe de discussion pour leurs parents. Au début, il s'appelait « Plan de mariage ». Mais après que grand-mère ait envoyé un message disant « C'est la première fois que notre famille se réunit par amour, pas par obligation », Élie l'a renommé « La vraie table familiale ». Le nom est resté. Chaque matin, de nouveaux messages affluaient, des photos de renouvellement de passeport, des captures d'écran de vol réservés, des liens vers des cottages Airbnb toscans près de la villa. Tante Marianne a partagé une photo de son vieux chapeau de soleil et a légendé « Je ne l'ai pas porté depuis 98. Toscane, nous voilà. Rachel a envoyé une vidéo de ses enfants s'entraînant à des phrases en italien, gloussant à chaque « grazie » mal prononcé. Même l'oncle Ray, le discret, a envoyé un simple emoji pouce levé, sa façon de dire tout ce qu'il ne pouvait pas en mots. Personne n'a mentionné mes parents. Personne n'a mentionné Chloé. C'était comme si toute la famille s'était tacitement mise d'accord pour réécrire l'histoire. Un soir, alors que j'étais assise sur la terrasse de la villa, faisant défiler la discussion, j'ai vu le dernier message de grand-mère apparaître. Pendant des années, j'ai vu Isabelle être mise de côté. Mais cette fois, je crois qu'on en a tous marre d'assister à un spectacle. On veut assister à quelque chose de vrai. En quelques minutes, des émojis cœurs ont rempli l'écran. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé la liste des RSVP. Au début, elle était presque vide. Maintenant, la colonne à côté de chaque nom brillait en vert. Oui. 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 Rachel et sa famille, Élie et son partenaire, tante Marianne et l'oncle Ray, grand-mère Hélène, même des cousins éloignés de l'Oregon et de Toronto avaient écrit « Comptez sur nous ». Je me suis adossé à ma chaise, regardant les oliviers se balancer doucement dehors. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais pas vengeresse. Ce que je ressentais était quelque chose de plus pur, comme la vérité se déroulant lentement, à son propre rythme. Comme l'aube se répand sur les collines. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une révélation. Le genre qui n'a pas besoin de crier. Pour la première fois, j'ai réalisé que je n'avais pas à me battre pour appartenir. Je n'avais rien à prouver. Les gens qui me voyaient vraiment, trouvaient déjà leur chemin jusqu'ici. Je ne les ai pas poursuivis. Je n'ai pas supplié. J'ai simplement construit une table et ils ont choisi de s'y asseoir. Alors que le soleil se couchait derrière les collines toscanes, peignant les murs de la villa d'or, j'ai chuchoté dans le silence, il ne s'agit pas de qui n'est pas venu, il s'agit de qui est venu. Et pour la première fois, je l'ai vraiment cru. Les jours précédant le mariage ressemblaient à un rêve. Doux, doré, sans hâte. La Toscane au début de septembre brillait comme une peinture,
et chaque lever de soleil semblait murmurer que j'avais fait le bon choix. La villa, autrefois un refuge tranquille de pierre et de silence, était maintenant vivante de mouvements et de rires. Des ouvriers se déplaçaient dans la cour, suspendant des guirlandes de lierre et de feuilles de vigne à travers le treillis. Une longue table en bois s'étendait sous les vignes, sa surface polie lisse et chaude sous la lumière du soleil. En y passant la main, j'ai pensé à toutes les années où on ne m'avait pas donné de place à table, et comment celle-ci était enfin la mienne à construire. L'air était rempli de petits sons magnifiques, des ciseaux coupant des tiges, des chaises raclant doucement contre le dallage, le faible bourdonnement d'une guitare accordée par un musicien local. La signora Lucia, la chef du village voisin de Pienza, arrivait chaque matin à l'aube avec un panier d'ingrédients frais du marché. Elle avait des cheveux argentés attachés en un chignon bas et des yeux qui portaient le calme de quelqu'un qui avait passé sa vie à nourrir les gens avec son cœur. Le premier matin où elle est entrée dans ma cuisine, elle a regardé autour d'elle, a touché le comptoir en marbre et a dit dans son anglais chantant italien, « Cet endroit, il est de nouveau vivant. » Ensemble, nous avons planifié un menu de 6 plats qui ressemblait à une lettre d'amour à la Toscane. Des pâtes pissi faites à la main avec du beurre à la truffe, de la bistecca à la fiorentina grillée sur du bois d'olivier, des légumes rôtis au romarin et au sel de mer, et pour le dessert, la propre recette de famille de Lucia de tiramisu superposée d'espresso et de vin marsala. Quand je lui ai dit que je ne voulais pas que le dîner soit extravagant, elle a hoché la tête fermement. Pas de performance, a-t-elle dit en agitant un doigt. Seulement de la sincérité. La nourriture doit étreindre, pas impressionner. La décoration de la table reflétait le même esprit. Je n'ai choisi ni couvert en or, ni cristaux scintillants, juste du lin de couleur crème, des assiettes en argile faites à la main par un artisan local, et de simples bouteilles en verre remplies de branches d'olivier et de rose blush. Chaque serviette était attachée avec un morceau de raffia et un brin de lavande, libérant son parfum au moment où elle était levée. Quand le soleil commencerait à se coucher, on allumerait les lanternes suspendues le long du treillis, des centaines d'entre elles brillant comme des lucioles capturées. Pour les cadeaux, je voulais quelque chose qui ne soit pas décoratif, mais significatif. J'ai donc travaillé avec un petit pressoir à olives du village pour produire des bouteilles d'huile d'olive pressée à froid à partir des arbres même derrière la villa. Chaque bouteille portait une étiquette imprimée en or doux, pour être venue. Ce n'était pas juste un cadeau de remerciement. C'était un message, une reconnaissance silencieuse que la présence elle-même était de l'amour. Tard un soir, je me suis assise à la table de la cuisine, entourée de petites cartes et d'enveloppes. Sur chacune, j'ai écrit à la main, « Vous n'êtes pas seulement invité, vous êtes vu. » Mon écriture n'était pas parfaite, mais c'était peut-être le but. C'était humain. Je voulais que chaque invité tienne quelque chose qui ressemble à un battement de cœur, un morceau de vérité qu'il pourrait ramener chez lui. Au fil de la semaine, la villa s'est transformée. La cour sentait les herbes fraîches et la pierre lavée par la pluie. Des fleuristes de Montepulciano sont arrivés avec des seaux de rose pâle et crème. Ils ont travaillé en silence, tissant les fleurs en arches et en guirlandes, tandis que de la musique folklorique italienne jouait doucement depuis une enceinte portable. Quand ils ont terminé, ils ont laissé derrière eux non seulement des fleurs, mais aussi un sentiment de révérence, comme s'ils comprenaient que ce n'était pas seulement un mariage. C'était une guérison rendue visible. Un après-midi, je me suis tenu au bord du vignoble pendant que les ouvriers testaient le système de musique. Un violoniste a joué quelques notes, le son flottant doucement sur les collines, se mêlant au bourdonnement des abeilles et au bruissement des feuilles d'olivier. La lumière du soleil se déversait sur la terre en épaisses vagues dorées, et les raisins scintillaient comme de petits bijoux sur leurs vignes. J'ai pris une profonde inspiration et, pour la première fois depuis des mois, l'air n'avait pas le goût de la tension. Il avait le goût de la paix. À l'intérieur, Lucia et ses assistants préparaient déjà le dîner de répétition. L'odeur d'ail et de beurre flottait par les fenêtres ouvertes, se mêlant au rire du personnel. Je suis passé devant la cuisine et j'ai entendu Lucia donner des instructions d'un ton à la fois sévère et aimant. « Lentement, lentement », disait-elle à l'un des jeunes cuisiniers. Le secret, c'est la patience. Comme l'amour. Dehors, les charpentiers installaient les dernières touches, une petite plateforme en bois pour les musiciens, un bar improvisé avec des vins locaux, et une entrée en arche drapée de branches d'olivier et de tissu blanc. Quand je leur ai demandé comment ça se passait, l'un d'eux a souri et a dit, « Chaque mariage que nous construisons est beau, mais celui-ci semble honnête. » Cette nuit-là, quand le ciel est devenu indigo et que les grillons ont commencé à chanter, je me suis promené seul dans la cour. Les lanternes se balançaient doucement dans la brise, dispersant une lumière ambrée sur les murs de pierre. La longue table était prête, attendant.
J'imaginais les rires qui rempliraient bientôt l'air, le son des enfants de Rachel se poursuivant à travers le vignoble, le faible murmure des conversations, le tintement des verres sous les étoiles. Je pouvais presque entendre la voix de grand-mère Hélène, douce et stable, disant « Tu vois, c'est ce que la famille aurait toujours dû être. » Je me suis dirigé vers l'extrémité de la table et je me suis assise, posant mes paumes contre le bois frais. J'ai été frappé par le chemin parcouru, de la fille effacée des photos de famille à la femme qui avait construit son propre lieu d'appartenance. Les oliviers chuchotaient dans le vent, leurs feuilles scintillant comme de silencieux applaudissements. Lucia est alors sortie de la cuisine, son tablier saupoudré de farine. « Tout est prêt pour demain », a-t-elle dit en s'essuyant les mains. « Vous devriez vous reposer. » J'ai hoché la tête mais je n'ai pas bougé. « Lucia », ai-je demandé doucement, « pourquoi les gens se rassemblent-ils toujours autour de la nourriture ?» Elle a souri, ses yeux se plissant. « Parce que la nourriture dit la vérité. » Elle dit, « Je veux que tu sois là. » Quand elle est rentrée, je suis resté un peu plus longtemps, regardant les lanternes se balancer. Demain, ces sièges vides seraient remplis de gens qui m'avaient choisi, non par obligation, mais par amour. Et c'était le miracle silencieux de tout cela. Je n'avais pas besoin de vengeance, de validation ou des excuses de quiconque. J'avais seulement besoin de ça. Le son du vent dans les oliviers, l'odeur de romarin dans l'air, et la promesse d'appartenance que j'avais construite de mes propres mains. Alors que je me levais enfin pour partir, l'horizon brillait faiblement d'or. La villa semblait presque vivante au clair de lune, ses fenêtres comme des yeux vigilants, ses murs chauds du souvenir de tout ce qu'elle avait vu. J'ai touché le cadre de la porte avant d'entrer, chuchotant, « Demain, nous recommençons. » Et quelque part dans le calme de la nuit, il m'a semblé que la terre elle-même me répondait, « Bienvenue à la maison. » Le matin des deux mariages arriva, deux mondes différents se déroulant sous le même soleil. À Boston, l'air était lourd d'humidité et de nerfs. La cérémonie de Chloé se tenait dans une grande salle de bal d'hôtel drapée de soie et de cristal. Mais alors que les invités commençaient à entrer, l'air semblait étrangement vide. Les rangées de chaises près de l'avant étaient à moitié vides, le bavardage était discret. L'organisatrice du mariage tripotait son presse-papier, chuchotant dans son oreillette « On a raté un bus ». Mais il n'y avait pas de bus. Il y avait juste une absence, silencieuse, indéniable, se propageant dans la pièce comme un brouillard. À l'entrée, maman se tenait dans une robe lavande pâle, son sourire fragile. Elle n'arrêtait pas de vérifier son téléphone entre les salutations polies, faisant semblant de ne pas remarquer le nombre de visages familiers qui n'arrivaient pas. Peut-être que les vols ont été retardés, murmura-t-elle à papa, qui ajusta sa cravate et hocha la tête avec raideur. Mais la vérité les pressait comme une ombre. Personne ne venait. À l'intérieur, Chloé s'éventait nerveusement, son maquillage commençant déjà à couler. Où sont tante Marianne et grand-mère, chuchota-t-elle à sa demoiselle d'honneur. La femme haussa seulement les épaules, jetant un coup d'œil vers la porte. Le photographe tournait dans la pièce, ajustant ses angles, évitant discrètement les rangées vides. On pourrait peut-être faire avancer tout le monde, suggéra-t-il doucement. Pour que les photos soient plus pleines. Chloé força un rire, mais sa voix se brisa. De l'autre côté de l'Atlantique, en Toscane, le même soleil déversait de l'or sur les champs d'oliviers. La villa scintillait comme si elle avait été peinte par la lumière elle-même. La cour bourdonnait doucement, non pas de bavardage, mais de chaleur. Les enfants de Rachel se poursuivaient entre les vignes, leur rire se mêlant au son de la guitare d'Ellie s'accordant sous le treillis. Grand-mère Hélène était assise au premier rang, sa main enroulée autour d'une petite branche d'olivier qu'elle avait cueillie ce matin-là, symbole de paix et d'endurance. Isabelle se tenait près de la fenêtre de sa chambre, regardant les collines devenir couleur de miel. La brise soulevait les rideaux blancs alors qu'elle enfilait sa robe. De la soie simple, douce et sans fioritures, brillant faiblement à la lumière du soleil. Lucia avait insisté pour épingler un petit brin de feuilles d'olivier dans ses cheveux, en disant « Pour la bonne fortune ». Isabelle sourit, son reflet calme, ancré. Il n'y avait pas de scène, pas de performance, seulement la vérité attendant de se dérouler. De retour à Boston, la cérémonie commença. Chloé descendit l'allée, son bouquet tremblant légèrement dans ses mains. Ses yeux parcoururent la pièce. Tant de visages manquants. Tant de chaises drapées de blanc mais intactes. Des chuchotements commencèrent à onduler parmi les invités. Où est le reste de la famille? Ses cousins ne venaient-ils pas à tout avant? Bizarre, même pas la grand-mère. Le sourire de maman se figea davantage.
Papa applaudit poliment lorsque l'officiant mentionna l'unité familiale, mais ses yeux se tournèrent vers le fond de la pièce où 2 tables entières restaient vides. L'air était lourd, répété, étouffant. Un spectacle joué pour personne. Pendant ce temps, en Toscane, la scène se déroulait comme un souffle libéré. Les invités étaient déjà assis sous les vignes, la longue table en bois bordée de fleurs sauvages et de bougies. Les collines s'étendaient à l'infini au-delà, la lumière douce et indulgente. Élie gratta les accords d'ouverture d'une douce mélodie alors qu'Isabelle sortait de l'arche en pierre de la villa, la traîne de sa robe chuchotant contre les pierres de la cour. Quand elle est apparue, tout le monde s'est levé instinctivement. Grand-mère se tenait debout, tenant sa branche d'olivier en l'air, des larmes brillant dans ses yeux. Rachel joignit les mains sur sa poitrine en chuchotant, elle l'a fait. Même le personnel s'arrêta un instant, la regardant traverser la cour alors que la lumière dorée se déversait sur ses épaules. Il n'y avait pas d'orchestre, pas de marche chorégraphiée, juste le bourdonnement des cordes de guitare, le bruissement des vignes et le doux soupir du vent italien. L'officiant, un ami local de Lucia, parla dans un anglais lent et mélodique, son accent riche et chaleureux. Aujourd'hui, dit-il, il ne s'agit pas de ce qui était absent, mais de ce qui est arrivé. L'amour ne se mesure pas au nombre d'invités, mais à qui se présente. Isabelle regarda autour de la table chaque visage brillant dans le crépuscule. Des visages qui s'étaient autrefois détournés des rassemblements remplis de favoritisme, des visages qu'il avait choisis maintenant. Elle commença ses vœux, non pas sur papier, mais de mémoire, sa voix stable et basse. À ceux qui se présentent, dit-elle, faisant une pause alors qu'une brise passait à travers les oliviers. Cet amour est pour vous. Pour ceux qui sont venus même quand ce n'était pas facile. Pour ceux qui ont cru que j'étais assez avant que je ne le prouve. Pour ceux qui sont restés. Rachel s'essuya les yeux. Élie joua un accord doux en arrière-plan, les notes tremblant dans l'air doré. Grand-mère hocha lentement la tête en chuchotant, « C'est ma fille ». De retour à Boston, Chloé répéta ses propres vœux, sa voix faiblissant à mi-chemin. La pièce semblait plus petite maintenant, le silence plus fort. Quelqu'un éternua, quelqu'un d'autre toussa. Lorsque l'officiant demanda, « Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose ?» La pause qui suivit fut assez longue pour que tout le monde sente à quel point l'air était devenu vide. Le photographe prit des photos rapides, recadrant les chaises vides, son doigt se contractant comme pour essayer d'effacer la vérité. Ensuite, pendant la réception, maman força des rires en saluant des connaissances. « Oh, Isabelle, elle fait quelque chose de petit en dehors de l'état. Vous savez comment elle est, discrète. » Papa se versa un deuxième verre avant que le premier ne soit terminé. Chloé était assise, raide, à côté de son nouveau mari, essayant de ne pas remarquer les tables vides, les murmures, la façon dont les sourires des gens n'atteignaient pas leurs yeux. Et puis, alors que la nuit s'approfondissait, les téléphones commencèrent à vibrer, l'un après l'autre. Un cousin, Élie bien sûr, avait posté des photos de Toscane. Les images se sont propagées comme une traînée de poudre à travers les discussions de groupe familial et les réseaux sociaux. Isabelle sous les vignes, souriant à côté de son mari pendant que les enfants de Rachel lançaient des pétales de rose en l'air. Grand-mère Hélène tenant la branche d'olivier en l'air pendant que tout le monde applaudissait. La longue table en bois brillant sous les lanternes, entourée de visages pleins de rire et de vie. Sur une photo, toute la famille se tenait ensemble, bras dessus, bras dessous, les joues brillantes à la lueur des bougies, le ciel toscan peint en violet derrière eux. Au centre se trouvait Isabelle, sereine, radieuse, sans effort. Quand les photos ont atteint Boston, la salle de bal sembla se figer. Les invités commencèrent à murmurer, tournant leurs téléphones les uns vers les autres. Attendez, n'est-ce pas la famille? Ils sont tous en Italie. Le mariage d'Isabelle a l'air incroyable. À la table d'honneur, la main de Chloé s'arrêta en l'air, son verre tremblant. Maman se pencha, plissant les yeux vers l'écran. Une de ses amies le lui montrait. Le sang quitta son visage. Le sourire forcé de papa disparut, remplacé par un silence stupéfait. Personne ne parla pendant un long moment. Puis quelqu'un marmonna, presque à voix basse. Il ne pouvait plus respirer. Le photographe, sentant la tension, hésita avant de prendre une autre photo. Chloé regarda directement dans l'objectif, ses yeux brillants, ses lèvres serrées. C'était le genre de photographie que personne n'encadre, mais que tout le monde se souvient. Et loin, en Toscane, Isabelle leva son verre sous les étoiles et dit doucement, à ceux qui se présentent, et à la famille que nous choisissons. Les invités applaudirent.
Les rires résonnèrent à travers la vallée, et pour la première fois de sa vie, Isabelle n'attendait pas d'être vue. Elle vivait dans la lumière d'être vraiment choisie. Le lendemain du mariage, le soleil toscan s'est levé, lent et doré sur la vallée, effleurant les murs de la villa de lumière comme une douce promesse. L'air portait encore la douceur des rires de la nuit dernière, de faibles échos de musique, de tintements de verre et du bourdonnement de voix qui avait ressemblé à un foyer. La longue table en bois était maintenant jonchée de pétales et de verres à vin vide, traces de joie laissées derrière. Je me suis assise sur la terrasse avec une tasse de café, regardant les oliviers scintiller dans le vent. Ma robe était suspendue près de la fenêtre, encore légèrement parfumée de lavande et de fumée de bois. Pour une fois, mon esprit ne courait pas à la prochaine chose. Il était immobile, entier. Et dans ce calme, mon téléphone a commencé à vibrer. C'était maman. Pendant un instant, j'ai envisagé de le laisser sonner. Mais quelque chose en moi a chuchoté, réponds. Pas pour eux, mais pour clore le chapitre. J'ai glissé l'écran, le portant à mon oreille. Sa voix est venue, vive, tendue, déjà en train de se briser. Isabelle, comment as-tu pu nous faire ça? As-tu la moindre idée de l'embarras que nous avons ressenti hier? Tout le monde au mariage de Chloé parlait de ton petit événement en Italie. Tu nous as ridiculisés devant notre propre famille. J'ai siroté mon café lentement, regardant la lumière du soleil ramper sur la table. Je n'ai rien fait, maman, dis-je tranquillement. J'ai juste eu mon mariage. Les gens qui voulaient venir sont venus. Tu as divisé la famille en deux, lança-t-elle. Comprends-tu ce que ça donnait? On a été humiliés. Même le pasteur Green a demandé où était ta grand-mère. Tu imagines? Comment as-tu pu nous mettre dans cette position? J'ai laissé ces mots en suspens dans l'air. Ils ne piquaient plus. Ils sonnaient juste fatigués. Je n'ai pas divisé la famille, ai-je répondu calmement. J'ai simplement arrêté de me tenir là où je n'étais pas la bienvenue. Chacun a choisi où il voulait être, où il se sentait vu. Il y eut un temps de silence, puis le son de sa voix se crispant de frustration. Tu penses que tu es la victime dans tout ça? Tu nous as fait passer pour des sans-cœurs, Isabelle. As-tu la moindre idée de ce que les gens disent de nous? Avant que je ne puisse répondre, une autre voix est intervenue, ferme, basse et sans équivoque. Judy. Maman s'est figée. C'était grand-mère Hélène. J'ai souri faiblement et j'ai activé le haut-parleur. Salut, grand-mère. Bonjour, ma chère, a-t-elle dit, son ton doux avant de se durcir en tournant son attention vers ma mère. Judy, peut-être que maintenant tu vois enfin ce qui se passe quand tu oublies qui est vraiment ta famille. Mère, s'il te plaît, commença maman, sa voix tremblante. Non, interrompit grand-mère. Je t'ai vu, toi et Robert, mettre cette fille de côté toute sa vie. Chaque fête, chaque célébration, c'est toujours Chloé ceci, Chloé cela. Te souviens-tu de l'année où tu lui as donné le bracelet en or et où tu as dit à Isabelle qu'elle était trop vieille pour les cadeaux? Te souviens-tu de la remise de diplôme que tu as manqué parce que Chloé avait un rendez-vous chez le coiffeur? Moi, si. Et maintenant, tu es en colère que les gens aient enfin vu la vérité que tu caches depuis des décennies. La voix de papa est apparue faiblement en arrière-plan, essayant de paraître raisonnable. Mère, ce n'est pas juste. On n'a pas oublié Isabelle. On a juste choisi le mariage le plus facile à assister. Boston était plus proche. On pensait que c'était logique. La voix de grand-mère s'est aiguisée comme une lame. Non, Robert, tu n'as pas choisi ce qui était logique. Tu as choisi le confort plutôt que la conscience. Tu es allé là où tu n'aurais pas à affronter les conséquences de ton propre favoritisme. Et le reste d'entre nous, on est allé là où l'amour vivait vraiment. La ligne est devenue silencieuse. Je pouvais presque entendre leur souffle à l'autre bout, pris entre la culpabilité et l'incrédulité. Finalement, maman a repris la parole. Son ton était plus doux, mais toujours sur la défensive. Tu fais comme si c'était si simple, mère. Tu ne sais pas ce que c'est de gérer deux filles, de rendre tout le monde heureux. Je n'ai pas besoin de le savoir, a dit grand-mère, sa voix stable. Parce que l'amour, ce n'est pas de la gestion, Judy. C'est de se présenter. Et hier soir, pour la première fois depuis des années, j'ai vu à quoi ressemble une famille. Des rires, de la musique, de la joie. Pas de la perfection, pas des apparences, juste de la vérité. Personne n'a parlé après ça.
Le silence était presque bienveillant, lourd mais purifiant. J'ai regardé l'horizon, les oliviers se balançant sous la lumière du matin et j'ai dit tranquillement, grand-mère a raison. Je n'ai pas fait ça pour faire paraître qui que ce soit mal. J'ai juste arrêté de courir après une place où je n'étais pas invité. Papa s'est éclairci la gorge. Tu es toujours notre fille, Isabelle. On ne voulait pas que ça se transforme en ça. Mais c'est toujours le cas, dis-je doucement. Vous n'aviez pas à choisir un camp. Il suffisait de vous présenter. Un autre silence, plus long cette fois. Je pouvais les imaginer assis dans leur cuisine en Indiana, les murs tapissés de photos où j'étais toujours dans le coin, toujours légèrement hors cadre. Finalement, maman a soupiré, le son petit et mince. Tu nous as blessés, Isabelle. Non, dis-je doucement. J'ai juste arrêté de vous laisser me blesser. Le calme qui suivit était du genre à mettre fin aux choses. Non pas avec des cris, non pas avec des larmes, mais avec une vérité qui ne peut être défaite. La voix de grand-mère a brisé le silence une dernière fois, basse mais ferme. Je pense que ça suffit, Judy. Laisse-la tranquille. Elle a gagné sa paix. J'ai souri faiblement. Merci, grand-mère. Maman a murmuré quelque chose que je n'ai pas bien entendu, une excuse à moitié formée qui s'est dissoute avant d'atteindre l'air. Puis l'appel s'est terminé. J'ai regardé le téléphone un instant avant de le poser face contre table. La vallée s'étendait devant moi, le ciel large et sans fin. Le même ciel qui avait surplombé chaque année d'oubli ne contenait maintenant que de la lumière. Lucia est sortie de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier. « Tout va bien ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête en souriant doucement. « C'est plus que bien. » Elle a incliné la tête, curieuse. « Vous avez l'air différente aujourd'hui. » J'ai enfin arrêté de mendier une place, dis-je, ma voix calme, et j'ai construit la mienne à la place. Lucia a souri en connaissance de cause, jetant un coup d'œil à la longue table encore dressée de la nuit précédente. Des feuilles d'olivier éparpillées, des bougies à moitié fondues, la lumière du soleil se posant sur des verres vides. « Alors vous ne mangerez plus jamais seul ?» a-t-elle dit. J'ai ri, calme et libre. L'air était chaud sur mon visage, et quelque part dans l'oliveraie, un oiseau a commencé à chanter. Pour la première fois de ma vie, je n'avais besoin de l'approbation, des excuses ou de la permission de personne. J'avais trouvé ma propre table et les gens qui avaient choisi de s'y asseoir. La semaine après le mariage s'est déroulée comme la douce rémanence d'un long coucher de soleil doré. La Toscane était redevenue calme, et les invités étaient rentrés chez eux. Les musiciens avaient rangé leurs guitares, et les lanternes sous les vignes avaient été enlevées. Pourtant, même dans le calme, la villa respirait encore la chaleur. L'odeur d'huile d'olive et de rose persistait dans l'air, et les rires semblaient résonner faiblement dans les murs de pierre, comme si la joie de cette nuit refusait de s'estomper. Ce matin-là, je me suis réveillé avec des dizaines de notifications du groupe de discussion familiale, la vraie table familiale. Rachel avait téléchargé une série de photos. La longue table en bois baignait dans la lumière mielleuse du coucher de soleil. Grand-mère Hélène tenant sa branche d'olivier avec ce doux sourire entendu. Les enfants jouant à chat sous les arbres pendant que Lucia servait des plateaux de pâtes fumantes dans le crépuscule. Les images portaient plus qu'un souvenir. Elles irradiaient la paix, une sorte de rédemption tranquille que tout le monde semblait ressentir. Sous la première photo, Élie avait écrit « Tu nous as donné la famille qu'on a toujours voulu ». Puis tante Marianne a ajouté « Pour la première fois depuis des décennies, je n'ai pas eu l'impression qu'on faisait semblant d'être heureux ». Quelques cousins se sont joints à la conversation, leurs messages pétillants de rire et de chaleur. L'année prochaine, de nouveau en Toscane, a écrit l'un d'eux, suivi d'une avalanche d'émojis cœurs et d'icônes de branches d'olivier. Quelqu'un a changé la photo de couverture du groupe pour l'image de nous tous à table, les têtes inclinées les unes vers les autres, les yeux brillants à la lueur des bougies. Personne ne posait. Personne ne jouait un rôle. C'était imparfait, flou, et totalement réel. En faisant défiler, un sentiment m'a envahi. Non pas de la fierté, non pas du triomphe, mais quelque chose de plus doux. J'ai réalisé que ce que j'avais construit n'était pas seulement un mariage. C'était un retour à la maison. Plus tard dans l'après-midi, alors que la lumière devenait douce, je me suis assise sur la terrasse avec une tasse de thé et j'ai regardé les vallées s'étendre à l'infini en contrebas. Mon téléphone a de nouveau vibré, cette fois-ci une notification des réseaux sociaux. Chloé avait posté ses photos de mariage. Les images étaient techniquement parfaites. Un éclairage impeccable, un décor coûteux,
une salle de bal remplie de lustres en cristal. Mais les commentaires étaient rares, les « j'aime » moins nombreux que ceux à quoi je me serais attendu. Sa légende disait « le plus beau jour de ma vie, entouré d'amour ». Pourtant, la photo racontait une autre histoire. Derrière le sourire, il y avait une raideur, un vide dans la foule. La section des commentaires est restée silencieuse pendant des heures jusqu'à ce qu'une de ses amies écrive enfin « Magnifique Chloé », suivie d'un seul emoji cœur. J'ai regardé la photo pendant un moment, non par méchanceté, mais par réflexion. La fille qui se serait sentie justifiée par ce silence était partie. Je n'ai pas ressenti de satisfaction, seulement une compréhension profonde et calme. J'ai tapé un court commentaire sous sa publication. J'espère que c'était magnifique. Et je le pensais. Il n'y avait plus besoin de rivaliser. Pas de tableau de bord, pas de satisfaction secrète. L'histoire s'était déjà réécrite d'elle-même, et non par la vengeance, mais par la vérité. Ce soir-là, Rachel a appelé. Sa voix crépitait de chaleur au bout du fil. Je n'arrive toujours pas à y croire, Izzy, a-t-elle dit. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu nous as donné une raison de nous réunir à nouveau. Même l'oncle Ray a dit que c'était la première fois qu'il voyait grand-mère rire aussi librement depuis des années. J'ai souri, traçant le bord de ma tasse. Ce n'était pas moi. C'étaient tous ceux qui ont décidé de se présenter. Rachel a gloussé. N'empêche, c'est toi qui as commencé. Tu as construit la table. J'ai regardé les oliviers se balancer doucement dans la brise. Peut-être, dis-je, mais elle ne m'appartient plus. Elle nous appartient à tous. Alors que le soleil se couchait derrière les collines, un nouveau message est apparu dans le groupe de discussion. C'était de grand-mère. Le monde continue de courir après les grands mariages et les photos parfaites. Mais ce qui s'est passé en Toscane n'était pas une question de perfection. C'était une question de personnes se souvenant comment aimer. Sous son message, les réponses sont venues rapidement. Ellie, je n'aurais pas pu mieux le dire. Rachel, comptez sur nous pour l'année prochaine. Marianne, j'adore. Je fis défiler le fil de discussion, souriant tranquillement pour moi-même. C'était comme si quelque chose de brisé depuis des générations avait été réparé, non pas bruyamment, non pas cérémonieusement, mais avec de petites coutures régulières de vérité. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. Chloé. J'ai vu les photos. La Toscane avait l'air sympa. J'ai hésité un instant, puis j'ai simplement répondu, c'était paisible. J'espère que tu es heureuse. 3 points ont clignoté pendant un long moment, puis ont disparu. Aucune réponse n'a suivi, et d'une manière ou d'une autre, c'était suffisant. Je me suis adossé à la chaise, laissant l'air nocturne m'envelopper. Les lumières de la villa brillaient doucement à travers les fenêtres, projetant de doux halos sur la cour. Je pouvais encore entendre de faibles rires des souvenirs qui avaient pris racine ici, le genre qui persisterait longtemps après que tout le monde soit parti. La guérison, réalisais-je, n'arrive pas toujours comme un coup de tonnerre. Parfois, elle vient tranquillement, dans des repas partagés, dans un pardon tacite, dans une seule branche d'olivier passée sur une table. J'ai pris une des bouteilles cadeaux restantes, l'huile d'olive étiquetée, pour être venue, et je l'ai placée sur l'étagère au-dessus de la cheminée. Elle captait la lumière des lanternes extérieures, brillant d'or. J'ai pensé à combien d'années j'avais passé à attendre que quelqu'un me donne son approbation, à dire enfin, tu as fait assez. Mais je n'avais plus besoin de cette phrase. Le lendemain matin, quand j'ai ouvert le groupe de discussion, il y avait un dernier message de grand-mère, envoyé juste avant l'aube. Peut-être que pour le prochain Noël, on se réunira à nouveau, non pas par obligation, mais parce que l'amour est une raison suffisante. Je l'ai regardé pendant un long moment, la poitrine chaude de quelque chose d'indicible. Il ne s'agissait plus de gagner ou de prouver quoi que ce soit. La vérité avait déjà fait son travail silencieux. Ce qui restait, c'était l'appartenance, et la paix qui vient quand on arrête enfin de se battre pour la reconnaissance et qu'on commence à vivre dans la gratitude. J'ai regardé les rangées infinies d'oliviers, leurs feuilles argentées captant la lumière, et j'ai chuchoté, oui, grand-mère. L'année prochaine, encore. Et à ce moment-là, j'ai compris que ce n'était plus de la vengeance. C'était un renouveau. Une semaine après le départ du dernier invité, la Toscane a retrouvé son rythme tranquille, le bourdonnement des cigales, le murmure des feuilles d'olivier, l'odeur de la terre chaude après une légère pluie. Les rires qui avaient rempli la villa n'étaient plus qu'un souvenir, mais ils persistaient doucement,
comme l'écho d'une belle chanson qui ne voulait pas tout à fait se terminer. Ce soir-là, j'ai allumé quelques bougies dans la cour. Pas de musique, pas de décoration, juste une lumière douce, un repas simple et 3 assiettes vides dressées en face de la mienne. Quand j'avais envoyé le message invitant mes parents et Chloé, je ne m'attendais pas à une réponse. Mais à ma grande surprise, ce matin-là, maman a envoyé un texto « Nous viendrons ». Les mots étaient courts, prudents, mais réels. Maintenant, alors que le soleil se couchait sur les collines, j'ai vu leur voiture serpenter sur le chemin de gravier. Ma poitrine s'est serrée, non pas de peur, mais de quelque chose de plus lourd, le poids d'années non dites. Quand ils sont sortis, l'air semblait fragile, comme si toute la vallée retenait son souffle. Papa a fait un petit signe de tête incertain. Maman a regardé autour de la cour, ses yeux parcourant les oliviers, les lanternes, la table. « C'est beau ici », a-t-elle dit tranquillement. Chloé se tenait derrière eux, habillée simplement, sans trace du glamour étudié qu'elle portait autrefois. Ses yeux ont croisé les miens, incertains, mais pas hostiles. « Entrez », dis-je doucement. Le dîner est prêt. Nous nous sommes assis à la longue table en bois. J'ai versé le vin, du Chianti, d'un rouge profond comme le coucher de soleil qui s'estompait derrière nous. Le silence s'est d'abord étiré, rempli seulement par le bruit des couverts et le faible bruissement du vent dans les vignes. La lueur des bougies dansait sur leurs visages, familiers, vieillis, et pourtant en quelque sorte nouveaux. Finalement, j'ai parlé. Ma voix est sortie stable, presque douce. « Je n'ai pas fait ça pour vous humilier, dis-je. J'avais juste besoin de savoir qui se présenterait pour moi. » Les yeux de maman ont immédiatement brillé. Elle a posé sa fourchette, sa voix tremblante. « Isabelle » a-t-elle chuchoté. On a eu tort. On pensait faire ce qui était juste pour la famille, ce qui rendait les choses plus simples. Mais la vérité, c'est qu'on ne voulait juste pas affronter à quel point on t'avait blessé. Ses mains tremblaient alors qu'elle prenait son verre. Tu as toujours été la plus forte. On se disait que tu n'avais pas besoin de nous, que tu t'en sortirais quoi qu'il arrive. Mais en regardant cette vidéo de Toscane, en voyant grand-mère, les cousins, tout le monde ensemble, j'ai réalisé quelque chose. Tu n'as jamais été forte parce que tu le voulais. Tu étais forte parce qu'on ne t'a pas laissé le choix. Les mots ont brisé quelque chose en moi. Non pas de la colère, non pas de la justification, juste une douleur qui attendait depuis des années pour expirer. Papa s'est éclairci la gorge, sa voix basse. Ta mère a raison. On n'a pas réussi à te voir, Izzy. Chaque fois que tu as accompli quelque chose, on l'a balayé d'un revers de main parce qu'on ne le comprenait pas. Et quand Chloé a annoncé son mariage, on a pensé. On a pensé que tu comprendrais encore. Il a soupiré, les yeux lourds. Mais comprendre n'est pas la même chose que l'amour. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Les bougies brûlaient plus bas. Je pouvais entendre le faible chant des grillons s'élever du vignoble. Puis Chloé a finalement levé les yeux. Sa voix était à peine un murmure. « Je ne voulais pas te faire de mal », a-t-elle dit. « Je voulais juste être vue, moi aussi. Tu as toujours eu l'air si posé, si intouchable. Et je pensais que si j'avais le plus grand mariage, peut-être que pour une fois, tout le monde me regarderait. » Ses yeux se sont remplis de larmes. « Je ne pensais pas qu'il te choisirait plutôt que moi. Je ne pensais pas qu'il partirait. » J'ai tendu la main sur la table, mes doigts effleurant le centre de table en branche d'olivier. « Ils n'ont pas choisi contre toi, Chloé, dis-je tranquillement. Ils ont choisi l'amour, celui qui n'a pas besoin de scène. » Elle a baissé les yeux, hochant lentement la tête, ses larmes tombant silencieusement sur la nappe. Pour la première fois depuis ce qui me semblait une éternité, il n'y avait pas de mur entre nous, juste la vérité, mise à nu et tremblante, comme la lumière traversant de vieilles fissures. On n'a pas beaucoup parlé après ça. On n'en avait pas besoin. Le repas est devenu une communion silencieuse. Le tintement des verres, le léger grattement des fourchettes, l'air passant de la tension à la tendresse. Le vin adoucissait tout ce qu'il touchait. Quand maman a finalement tendu la main et a pris la mienne, elle n'a pas dit « je suis désolée ». Elle a juste tenu bon, et d'une manière ou d'une autre, c'était suffisant. Après le dessert, alors que les bougies vacillaient plus bas, je me suis levé et je me suis dirigé vers la chaise vide à l'autre bout de la table. Du panier à côté, j'ai pris un petit ruban vert olive, le même que j'avais noué autour des bouteilles cadeaux des invités, et je l'ai enroulé autour du dossier de la chaise.
Le tissu scintillait doucement à la lueur des bougies. Maman a regardé, ses yeux interrogateurs. C'est pourquoi. J'ai souri faiblement. Pour la fille qui a autrefois attendu d'être choisie. Pendant un moment, personne n'a bougé. Puis les mots de grand-mère de l'appel d'il y a une semaine m'ont résonné à l'esprit. L'amour n'est pas de la gestion, c'est de se présenter. J'ai regardé ma famille. La mère qui avait enfin appris à écouter. Le père qui avait mis de côté son orgueil. La sœur qui avait trouvé le courage d'admettre sa peur. Et j'ai senti quelque chose de doux s'installer dans ma poitrine. Le pardon n'était pas grand ou bruyant. Il n'avait pas besoin d'être déclaré. Il est simplement arrivé quand le combat s'est arrêté. Quand ils sont partis plus tard dans la nuit, l'air était devenu frais et calme. Chloé m'a serré dans ses bras avant de monter dans la voiture, ses bras hésitants mais réels. Maman s'est attardée à la porte, des larmes brillant dans ses yeux. « On peut revenir un de ces jours ?» a-t-elle demandé doucement. « Bien sûr, dis-je. Il y a toujours une place. » Quand les feux arrière ont disparu en bas de la colline, je suis retourné dans la cour. Les bougies s'étaient presque éteintes, leur dernière flamme petite et stable. Je me suis assise à côté de la chaise vide, traçant le ruban d'olivier avec mes doigts. Au-dessus de moi, les étoiles scintillaient comme du sel éparpillé, et l'odeur des oliviers flottait dans l'air. J'ai fermé les yeux et j'ai chuchoté dans le silence, « Tu n'as pas besoin de te battre pour une place à la table de quelqu'un d'autre. Construis la tienne et laisse les bonnes personnes trouver leur chemin jusqu'à elle. » La nuit a répondu en silence, doux et infini. Le ruban se balançait doucement dans la brise, non pas comme un rappel de la douleur, mais comme un symbole de paix. Et pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas comme la fille laissée hors de la photo. J'étais celle qui tenait le cadre.